Ma casquette, où est-ce que je l'ai mis? Ah, voilà, ma casquette, elle est là, ok, c'est bon. Et après, j'ai mon plan, d'accord. Et après, qu'est-ce que je devais faire? Je me souviens plus, j'avais tellement de choses qui étaient importantes. Il faut que je me pose un petit peu là, j'arrive plus. Aïe, 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 aïe. J'arrive plus à être présent à ce qui se passe. Je suis trop préoccupé. Je suis en stress tout le temps. Et puis, je suis en perte d'attention. Il faudrait que j'aille voir Clémence. Vous connaissez pas Clémence? Ça va être l'occasion de la découvrir. En avant, avec le capitaine Jonas, pour rencontrer Clémence. Bonjour Clémence, Bonjour Samuel. bienvenue dans l'émission En profondeur avec le capitaine Jonas. On va parler de ce qui nous concerne aujourd'hui, à savoir essayer d'aller en profondeur tous les deux pour donner du sens à nos activités. Donc tout d'abord, j'aimerais vous demander quelle est l'intention que vous avez pour cette émission. Alors, ce que je viens chercher, je ne sais pas. J'aime pas savoir. C'est comme ça qu'on ne trouve pas. Donc, je viens par curiosité pour accueillir ce que vous avez à m'offrir, ma foi, et un temps de réflexion. C'est parfois rare, avec un interlocuteur en face encore plus. Donc, je viens pour recevoir ce que je recevrai et pour donner ce que j'ai à donner. Eh bien, très bien, merci Clémence. Et moi aussi, mon intention, c'est de la nouveauté, parce que nous nous connaissons déjà, donc on va apprendre des nouvelles choses l'un sur l'autre, donc on va découvrir de la nouveauté, et puis aussi de la profondeur, j'espère. Donc on va descendre avec le sous-marin du capitaine Jonas pour pouvoir petit à petit donner du sens. Alors j'aime bien le dire que les sportifs vont de l'avant, donc il faut toujours avancer, aller, action. Les journalistes prennent du recul, voilà, pour réfléchir. Mais ce dont on peut manquer beaucoup dans notre monde, c'est la profondeur, donner du sens. Donc, je vous invite avec moi pour ce petit temps ensemble sur ça. Alors, pour commencer, je vous donne, Clémence, 5 images au hasard, des images que j'ai sélectionnées parce que j'ai trouvé jolies. Et je vais vous demander d'en éliminer une qui ne vous plaît pas et d'en garder une qui vous plaît beaucoup. Ok, Voilà, j'élimine celle-ci. très bien. Alors, je vais la mettre à part. Et celle qui m'attire, c'est celle-ci. D'accord. Alors, je vais prendre les 3 autres qui me resserviront dans une autre émission. Est-ce que vous pouvez me dire, dans cette image, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous ressentez, ou qu'est-ce que vous imaginez quand vous regardez cette image? D'abord, le pourquoi je l'ai choisi, je ne le sais pas. Il y a eu un élan dans mon cœur, alors je l'ai écouté. Quand je le regarde, il y a deux personnages, pourquoi pas nous deux, ici et maintenant, et il y a des arbres qui sont ancrés, on dirait presque dans l'eau. Ou alors c'est le mélange du bleu du ciel et du bleu des troncs, et donc ça fait un peu écho au capitaine Jonas, à ces arbres enracinés, ancrés, et nous qui sommes ancrés dans notre présent tous les deux, ensemble, ici et maintenant. Voilà, ce qui me vient, comme ça. Alors on va continuer de s'ancrer, et en regardant ces images qui expriment quelque chose de la beauté, j'aimerais vous demander quelles sont les plus belles choses que puisse faire une personne dans le monde. Aimer, inconditionnellement, quoi qu'il se passe. Et ça se concrétise comment? En fonction de ce que chacun a et ce qui nous est donné de vivre, ma foi. Il y a, je vais prendre celle que je connais le moins mal, c'est-à-dire moi, et il y a de l'amour conjugal, il y a de l'amour filial, il y a de l'amour maternel, il y a de l'amour amical, il y a de l'amour pour des gens que je ne connais pas et auxquels je pense. Mais je crois que c'est ça ce qu'on peut faire de plus beau, c'est d'aimer. Qu'est-ce qui vous révolte le plus dans le monde? L'injustice, ça me rend folle. Quoi par exemple? Quel genre d'injustice? Plus particulièrement dans des situations concrètes qui vous émeuvent particulièrement. Je vais prendre un exemple très concret qui vraiment me révolte ces temps-ci, c'est la situation de ma voisine, qui est une très très vieille dame de 98 ans, donc on l'accompagne pour ses courses, etc. Et je trouve ça injuste que ses enfants, pour qu'elle ait tout donné, s'occupent si peu d'elle, et que ce soit nous les voisins qui nous en
occupions. Je suis ravie de le faire, Oui. mais je trouve ça pas juste. Il y a quelque chose qui... Je sais pas, ça me met en colère. Alors la colère, je n'ai pas à la diriger sur d'autres adultes à qui je n'ai pas à dire ce qu'ils ont à faire, mais quand même je le pense. À l'inverse, qu'est-ce que vous trouvez le plus enthousiasmant? La faculté que nous avons à nous réparer. Je crois que rien n'est jamais perdu, quelle que soit la pire des situations. Alors, c'est d'autant plus intéressant par rapport à votre projet, à votre activité. Et c'est le moment de nous dire un petit peu ce que vous faites et pourquoi vous le faites. Alors, actuellement, je suis euh, thérapeute de la psychothérapie Vitose et je suis psychopraticienne EMDR en plus. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, l'objectif, c'est d'apprendre aux patients à se guérir tout seuls, à atteindre une harmonie tête-cœur-corps ou à accueillir les dissonances et puis à apprendre le docteur Vitose parlait d'équilibre, à passer d'un état du cerveau à un autre état du cerveau, on parle d'état émissif ou d'état réceptif, pour pouvoir vivre pleinement ce qui nous est donné de vivre, accepter ce qui est bon d'accepter et puis surtout rester toujours ancré dans ce qu'on est. Et avec moi, les patients, ils se guérissent tout seuls. Moi, je ne sers pas à grand-chose, ma foi. Je me décris souvent comme du fumier, comme un peu d'engrais, le temps de passer là. Un moment peut-être un peu difficile à traverser. Et puis le MDR, c'est plus pour du trauma, parce que certains ont traversé de sacrées choses dans la vie. Et après, la méthode Vitose les aide à se reconstruire avec un trauma qui a trouvé sa juste place, qui est toujours là, mais qui ne les définit plus. Donc vous avez deux activités principales, enfin vous recevez des personnes avec deux méthodes pour lesquelles vous avez été formé, la méthode Vitose et le MDR principalement. Principalement. Il y a Après plein vous avez d'autres d'autres petits outils, voilà. mais c'est les Exactement. deux que vous utilisez au quotidien. Ma colonne vertébrale, elle est là. Ouais. Vous avez dit que Vitose, ça a aidé à être présent et à s'ancrer dans ce qu'on fait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour quelqu'un qui ne connaît pas ce langage? Alors, je vais inviter ceux qui nous écoutent à réfléchir à leur dernier déplacement, en voiture, en vélo ou à pied. À quoi pensiez-vous? Voilà, si vous le vivez en Vitose, à pied, vous accueillez vos pieds, laissant la route. En vélo, vous pouvez accueillir le contact du guidon dans vos mains ou de la selle sous vos fesses ou du mouvement dans vos mollets. Et lorsque vous conduisez, vous êtes censé, on est bien d'accord, être attentif à la route, mais peut-être que vous aviez les enfants qui se chamaillent derrière, un autoradio. Absolument pas de sensation du contact du volant dans vos mains. Donc c'est Voilà. une notion de présence sensorielle à ce qui nous entoure, comment on pourrait dire? Moi, j'aime bien parler de présence consciente. C'est-à-dire consciemment choisir d'être présent à ce que je fais. Le cerveau humain, il est très fort pour faire plein de choses en même temps. Choisir d'être présent à ce que je fais. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si vous pensez au fait que vous êtes en train de respirer. Sans doute pas parce que vous êtes en train de me parler. Oui. C'est pas grave, c'est ok, on est capable de le faire. Mais être capable de se dire, oula, là ça tire, je reviens à moi et je suis en train de respirer. Des micro-pauses dans le quotidien, la méthode Vitose à terme, c'est un art de vivre. Est-ce que j'ai regardé récemment un reportage sur une personne qui vivait avec un syndrome qu'on appelle le syndrome de dissociation. Donc, et les experts qui l'accompagnaient cette personne disaient qu'on était tous plus ou moins dissociés, c'est-à-dire que on n'était pas présent là où on était et que du coup, quand on est en pilote automatique où les pensées partent toutes seules, on n'est plus présent. Donc on fait une dissociation. Et cette dissociation ne va pas être un handicap lourd, puisque très vite on va reprendre les choses et puis on va revenir en présence. Alors que quelqu'un qui est atteint d'un syndrome comme ça ne peut pas. C'est-à-dire que là c'est plus fort que elle et elle ne peut absolument pas décider du moment où elle va revenir, on va dire, rationnellement, en présence de ce qu'il y a autour d'elle. Et c'est pour ça qu'elle consulte, puisque ça devient un handicap épouvantable, des angoisses permanentes, etc. Alors, le terme dissociation, je vais le prendre avec une grande attention parce que je vais sortir de la définition du psychopathologique. D'accord. Qui là nous mettrait sur le champ des psychoses d'une personne que je suis tout à fait prête à accueillir, mais accompagnée par un psychiatre. D'accord. On est d'accord. Donc, j'enlève ça. Dans ce que vous me décrivez, c'est effectivement le cerveau qui se la joue petit hamster dans la roue. Vas-y, je pense à autre chose, qui pense à autre chose. La machine des SI qui est lancée, qui est absolument fantastique, qui nous emmène très très loin.
Là, c'est pas tant de la dissociation que de la non-conscience. De la non-conscience. C'est-à-dire, euh, si on cherche une harmonie tête-cœur-corps, c'est la tête qui part dans tous les sens et qui n'est pas au courant de l'endroit où le corps est. Euh, C'est une sorte de dissociation entre le corps et l'esprit, mais qui n'a rien de qui n'est pas pathologique. malade, qui n'est pas malade, ou pas encore Pas pathologique. encore. Ça peut le devenir. Il me semble que Vitoz, le docteur Vitoz, avait commencé ses découvertes parce qu'il s'était intéressé justement à des personnes qui souffraient de troubles nerveux. Et je sais, enfin, on disait ça à l'époque, peut-être que maintenant le terme a changé, et que des capacités qu'il voulait, c'était justement de calmer le cerveau en ébullition finalement. Oui, alors carrément. Le docteur Vitos, donc, il est mort en 1923. Et donc il y a des termes délicieusement désuets. Il parlait de neurasthénique. Et moi, le mot, je le trouve très beau. Et effectivement, c'était... Alors, d'abord, pour sa vision de l'homme, il était pasteur. C'est important. Il était pasteur. Il était pasteur. D'accord. Il était pasteur, il était suisse, et il était médecin généraliste. D'accord. Et il est arrivé à la méthode Vitos parce qu'il avait des patients qui venaient le voir. Physiologiquement, ils ne comprenaient pas pourquoi ils avaient mal et pourquoi ils étaient dans cet état-là. Pourquoi ils ne marchaient plus, pourquoi c'était pas la goutte, c'était pas... Voilà, je prends les termes de l'époque volontairement, parce que je trouve ça délicieux. Et puis, il s'est rendu compte qu'il pouvait leur apprendre à, là je le cite, tenir les rênes de leur vie. Et lui, il prenait l'exemple, on reste dans le désuet, de la calèche. Oui. La calèche, c'est le corps, c'est vraiment l'objet calèche avec ses roues. Ok ? Les chevaux, ce sont les émotions. Les émotions. Le cocher, c'est la tête. Si le corps est cassé, si disons il y a une roue qui n'est plus tout à fait ronde, Oui. on est d'accord que ça va aller qu'à un quart. Ça avancera quand même, hein, parce que le cocher il va fouetter les chevaux qui vont juste plus tirer. On continue. On continue. Ça avance, pas vers les profondeurs, je pense. Voilà, pour c'est revenir ça. au capitaine Jonas. Là, on n'est pas trop. Les chevaux, ils peuvent s'emballer. Les émotions, quand bien même ça arrive pendant un court instant, ça s'emballe. Et donc là, il y a risque que le cocher soit projeté en dehors de la calèche et qu'on abîme encore plus le carrosse. C'est quand même possible aussi. Et le cocher, son objectif, c'est d'être attentif. C'est de 1. Savoir où il va. Exercice de la volonté. La volonté étant la fin de la guérison d'après le juste exercice de la volonté d'après le docteur Vitos. La guérison étant le juste exercice de sa volonté. Le juste exercice de sa volonté. Pas du volontarisme, attention. Hein. Ouais. Et donc, le cocher, lorsqu'il est à l'écoute de ses chevaux, ah tiens, vous avez peur d'une guêpe, ok, on ralentit. À l'écoute de son carrosse, oh, il y a plein d'ornières, on ralentit. Ou au contraire, ok, t'as besoin de te défouler, vas-y, on va à fond un petit coup. Il peut mener sa calèche, sa barque, là où il veut, dans la direction qu'il souhaite, au rythme qui est opportun pour ce moment-là. Alors, est-ce qu'on peut dire que ce qui est précieux dans cette démarche-là, c'est l'écoute? L'écoute intérieure, l'écoute de l'environnement et ainsi de suite? Oui, moi je parle d'accueil, mais c'est vraiment de l'écoute. C'est l'écoute. Oui, profondément. Tout est là, et c'est le plus dur. Et c'est le plus dur parce que quoi? Parce qu'on a des appris. Parce que nous savions tous faire. Il suffit d'observer un bébé. Bon, l'épreuve de Vitos, c'est facile. Hein. Regarder un enfant de moins de 1 an qui passe une demi-heure avec l'étiquette de son doudou comme ça. Moi, je parlerais de réceptivité tactile ou auditive parce qu'il y a de petits bruits. Nous savons tous faire, mais nous avons oublié. Et le cerveau a pris le lead. Le plus difficile, c'est de réapprendre la réceptivité parce que c'est presque trop simple. C'est compliqué d'accueillir ce qui est très très simple, de revenir à l'essentiel. Est-ce que c'est lié au stress ou pas spécialement? Moi, j'ai rien contre le bon stress. Je trouve qu'il a bon dos, le stress. Avec ces 3 S qui font comme un serpent, là. J'aime bien le stress, parce qu'il nous permet de déployer tout ce que l'être humain sait faire. La difficulté, c'est le stress qui perdure, qui reste trop longtemps, sans espace de récupération après le stress. Mais moi, un élève qui vient me dire « Madame, je stresse, j'ai un oral », bah bonne nouvelle, t'es pas bête, tu sais qu'il y a un enjeu. Oui. Je ne sais pas redescendre du stress, je reste tout le temps en haut de mon stress, on est d'accord. On va vers des burn-out, on va vers plein de choses, c'est pas bon non plus. Mais je prône pour
Pour une revalorisation du stress, moi, j'en ai assez de que l'écoute, on est zen, on machin, et on n'agit plus. On est aussi appelé à changer le monde. Si on est bien ancré, on peut changer le monde d'ailleurs. Donc ça, c'est la nécessité d'être présent, d'écouter nos désirs, Ouais. mais sans qu'il y ait un emballement qui fait que finalement on se déconnecte, quoi. On Voilà. n'arrive plus à être maître de ce qu'on... Et puis il y a l'exercice de la volonté. Là, c'est dur pour moi. Ok. Est-ce que je veux quand même y aller et me préparer l'espace de récupération, ou est-ce que c'est trop pour moi et je dis non et stop. Hmm. C'est avant tout une histoire de volonté. Mais on ne peut pas arriver à la volonté du premier coup. C'est difficile. Alors vous nous avez parlé de cet aspect sur la méthode Vitos, mais vous êtes également formé en EMDR. Alors si vous pouvez dire juste un petit mot rapide sur qu'est-ce que c'est que le EMDR et pourquoi vous avez voulu vous former en complément à Vitos à l'EMDR. Alors, le MDR, c'est une méthode américaine créée par Francine Shapiro, qui l'a découvert un peu par hasard en suivant des canards des yeux. Et je l'aime parce qu'elle a un côté écologie du cerveau. D'accord. En fait, nous avons tous des traumatismes plus ou moins gros. Rien que la naissance pourrait en être un. D'accord. Ok. Et nous vivons très bien avec. Nous sommes d'accord, nous avons tous passé des phases difficiles dans la vie, et aujourd'hui, ma foi, ça va plus ou moins, avec peut-être besoin d'accompagnement. D'accord. Pour certains, il y a un nœud qui s'est créé dans le cerveau. Ça va toujours parce que le cerveau, il est très très fort, donc il va contourner le nœud en permanence. Et puis au bout d'un certain temps, c'est trop fatigant de contourner le nœud. Donc peut-être ça va être bon de venir le revisiter. Pourquoi c'est écologique? Parce que ça permet de gaspiller moins d'énergie à contourner le trauma. Comment il fait pour traiter un traumatisme, notre cerveau? Souvent, il le fait la nuit. Oui. Pendant le sommeil. Tout à fait. Qu'est-ce qui se passe pendant qu'on dort? C'est la mise à jour. La mise à jour, le reset, qui se fait entièrement ou pas, parce qu'on ne parle que de trauma que de 6 mois après. Au début, on est dans le dur, dans le chaud. Les yeux, ils bougent. Francine Shapiro, elle a compris qu'on pouvait revisiter le trauma en faisant bouger les yeux pour pouvoir lever les barrières qui n'avaient pas pu se lever pendant le sommeil. D'accord. Donc c'est quelque chose qui a été expérimenté avant tout en France avec les victimes du Bataclan. Aujourd'hui, celles de Crans-Montana, beaucoup sont accompagnées en EMDR. Et ça permet de retraverser le trauma pour que, lorsque dans mon environnement, quelque chose qui fasse référence au trauma ne soit pas saisi de manière inconsciente et me remette dans cette situation d'immense stress qui fait que mon cocher, il ne peut plus gérer ni les chevaux ni le carrosse. On est d'accord. On est d'accord? Et puis, qu'on ne reste pas en hyper-vigilance. Alors, comment je suis arrivée là? En fait, la méthode Vitos, donc c'est le patient qui apprend à se guérir tout seul. Et parfois, lorsque le patient acquiert plus de solidité intérieure, il y a des choses de son passé qui sont de l'ordre du traumatisme qui reviennent en mots ou dans le corps, des douleurs qui refont surface. Et là, alors moi c'est mon expérience, je suis étonnée, peinée, vraiment inquiète du nombre je perds mes mots, de traumas liés à une vie sexuelle, notamment tout ce qui est inceste, etc. Pas d'équerre, la vie sexuelle, qui sont arrivés dans mon cabinet, et pour les accompagner. Toutes sortes d'abus ou d'agressions sexuelles. Oui. Je suis très très surprise du nombre d'abus et d'agressions sexuelles dont nous aurons échangé dans mon cabinet avec mes patients, et vraiment ça ne se voit pas au début. Je ne pensais pas, peut-être que je suis naïve, peut-être que j'ai eu la chance de vivre dans un environnement protégé, merci, mais en tout cas voilà, je ne m'attendais pas à ça en exerçant au début de ma pratique. Et aujourd'hui, l'idée, lorsque le trauma vient à jour, c'est d'accompagner le patient pour que ce soit rapide. Et donc là, l'EMDR, c'est pas une méthode magique, c'est pas fait pour aller vite. Oui, mais une fois oui. que le trauma est exprimé, ça permet au cerveau de le retraiter rapidement. Et la méthode Vitos apprend à travailler sans cette fausse colonne vertébrale qui était devenue le trauma parfois. Sortir de la posture de victime, redevenir libre. Et j'aime beaucoup votre image des nœuds là. Effectivement, un trauma va être quelque chose qui va faire que on va continuer de vivre, mais à chaque fois, on va être obligé d'avoir des démarches un peu sinueuses, de prendre à chaque fois d'aller doucement ou au contraire de se serrer les fermer, poings, de les serrer fesses les et tout, poings les parce dents. qu'on sait que là, on arrive dans une zone sensible, voilà. Et effectivement, pour des traumatismes qui sont là, qui rejaillissent, des angoisses qui sont quotidiennes, la vie devient insupportable, ça devient un enfer.
Donc trouver des petits moyens qui permettent au moins de calmer ces détours obligatoires. Le MDR semble être une chose qui permet d'aborder ça. Oui, vraiment. Et pour les enfants, ça peut être très tôt. C'est ça qui est chouette. D'accord. On n'a pas besoin des mots. Oui. Et par rapport à certaines choses que vous avez pu voir dans votre expérience, il faut combien de séances pour sentir qu'il y a une véritable amélioration, pas forcément une guérison complète, mais une amélioration notable de symptômes qui peuvent être plus ou moins difficiles? Oula. Alors là, moi, ça dépend du patient. Ça dépend du patient. Non, je Y a m'engage pas pas de- là. Non, je mentirais si je donnais une réponse. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'une séance de MDR, j'interroge toujours le patient d'abord sur ce qu'il pense de lui en référence à cet événement, avant et après la séance. Et en général, déjà, c'est que les cognitions qu'il a sur lui-même évoluent en séance. Mais c'est un côté... on est au sommet de la montagne avec le MDR, mais il ne faut pas obliger de prendre le temps de la monter et de prendre le temps de la descendre. J'aime pas la vision qu'on a, aller en 2 séances, c'est torché. C'est ça. pas comme ça que ça se passe. C'est pas un truc technique, hop, on a fait ça, maintenant c'est réglé. Mais non, Voilà. s'il y avait une baguette magique, on l'aurait tous utilisée. Il y a, depuis il y a 2000 une ans. phase de préparation et une phase d'intégration. Profond. Donc, Ouais. il faut aussi que derrière le psychisme s'habitue peut-être à une nouvelle manière de fonctionner, je ne sais pas. À reconstruire des chemins neuronaux, en fait, c'est quand même un sacré boulot, même si le cerveau est extraordinaire. Ouais, c'est ça. Il faut laisser le temps au temps. Et puis, il y a une forme d'habitude qui s'est mise à vivre avec un trauma. Et c'est là que l'être humain, moi, me paraît extraordinaire. C'est d'être capable de vivre avec autant de béquilles. Et en même temps, extraordinaire de sa faculté de recomposition. On parle de plasticité neuronale aujourd'hui, mais Oui. c'est vraiment ça, de résilience. C'est de ça dont on parle. Hein. Cyrulnik, il le dit mieux que moi, ou avec des phrases plus longues, mais c'est ça. C'est vraiment ça. Salut, c'est le capitaine Jonas. Vous venez de regarder 20 minutes de cet entretien en profondeur avec le capitaine Jonas. J'espère que vous passez un bon moment en compagnie de notre invité. Et si vous souteniez la chaîne, cela m'aiderait beaucoup. Abonnez-vous, diffusez ce contenu, participez en mettant des commentaires. C'est une manière de soutenir ce travail. Je vous remercie, j'ai besoin de vous et on continue en profondeur avec le capitaine Jonas. Alors, nous continuons notre petit voyage. Et j'aimerais vous demander, Clémence, quelles sont les personnes que vous admirez le plus? Moi, j'ai un vrai attachement pour Jean-Paul II, un pape qui est mort, qui est canonisé d'ailleurs maintenant. Parce que je le trouve culotté. Et parce qu'il aimait la montagne. Je le trouve culotté. Parce que... il est arrivé dans un contexte hyper particulier. Il pensait que ouf, il n'était pas pape. Et puis finalement, dommage, il est pape quand même parce que l'autre a un pontificat hyper court. Ouais. Il arrive, il est tout jeune. Il vient de Pologne, c'est la guerre froide. Il ne fait que prier pour une paix qui ne semble pas du tout proche. Tout le monde est en train... Enfin, je veux dire, on est quand même dans un contexte où tout le monde est en train de s'armer de bombes nucléaires dans tous les sens. On parle d'équilibre de la terreur. Oui, on est vraiment dans un contexte pré-apocalyptique. Là, on se dit, Mais c'est le ça. premier qui appuie sur le bouton, c'est terminé, plus d'humanité, quoi. C'est tout à fait ça, Ouais. proche. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son bâton, où il y a le Christ en haut, il monte dans des avions et va embrasser des salles partout. Il a fait... Alors, il n'a pas fait que ça serait réducteur, mais moi, ce symbole, comme dans la chanson de Pierre Bachelet, là, l'homme en blanc, il arrive, il descend, il est là, l'homme en blanc, c'est vraiment un symbole de... Oui. C'est bien de prier, c'est bien de penser, et puis après, il y a l'action du corps. Et ce corps, alors après, moi, je suis ce qu'on appelle la génération Jean-Paul II, JMJ, tout, donc forcément, il m'a marqué. Oui. Mes parents, en plus, l'ont rencontré plusieurs fois, enfin voilà, il a marqué notre histoire familiale. Mais cet homme en blanc qui, à la fin, on ne sait pas si c'était le bâton qui tenait l'homme ou l'homme qui tenait le bâton, parce qu'il était complètement voûté dessus. Oui, c'est vraiment une personne. Alors, je sais que je l'ai rencontré au milieu de plein de monde, je l'ai rencontré toute petite, j'en ai aucun souvenir à part une photo. Mais voilà, moi, c'est lui qui... Il y a quelque chose chez cet homme. Je ne sais pas quoi dire d'autre. Quelle qualité vous lui attribuez? Le toupet. Il a eu cette audace Ouais. d'aller... c'est vrai qu'on avait plus l'habitude de voir les papes comme, on va dire, des grands diplomates qui, dans leur cage dorée, disent « Bon, ce serait bien de faire ceci, ce serait pas bien Je de vous faire envoie cela. » un émissaire. Voilà, Et ils un peu de envoient un pognon. émissaire.
Et lui, Et il il va droit risque dedans, sa hein. vie. Hein. Il risque sa vie. D'ailleurs, Bah, il a des il s'est tentatives pris de balle quand d'assassinat. même, ouais. Donc, et il voyage comme jamais un pape n'a voyagé dans toute l'histoire. C'est incroyable. Et il rencontre, et il invite. Enfin, je veux dire, les premières prières œcuméniques, c'est une invitation de Jean-Paul II. Il y a la photo, mais aujourd'hui, est-ce qu'on y arrivera encore? Oui, j'y crois. Il y a quelque chose qui m'a frappé moi aussi, je suis de la génération Jean-Paul II, et quelque chose qui m'a beaucoup frappé. Un jour, il va en Amérique du Sud, et puis il y a beaucoup de conflits autour de la politique, puisque bah, voilà, il y a le capitalisme d'un côté, il y a le communisme de l'autre, donc il y a beaucoup de conflits qui habitent toute la population. Et bien sûr, il y a des injustices épouvantables de tous ces propriétaires terriens qui accaparent les terres, du coup les paysans se retrouvent dans des situations invraisemblables. Donc beaucoup de prêtres, d'évêques même commencent à dire bah, est-ce qu'il n'y a pas une forme de révolution qu'il faudrait mettre en place? Et, et Jean-Paul II arrive et dit qu'il ne faut pas mélanger la sphère politique et la sphère spirituelle. Et donc il dit mon travail, c'est pas de vous dire vous devez vous comporter comme ceci, vous ne devez pas faire ça. Mon travail, c'est de vous guider vers l'essentiel. Pour lui, Jésus-Christ, Dieu, l'amour du prochain, etc. Et j'ai trouvé ça beau parce que on est toujours à se dire ah, si telle action politique avait lieu, ça irait mieux. Ce serait trop simple. Mais ça, c'est tous notre côté un peu messianiste. On Oui, aimerait que quelqu'un oui. arrive, prenne les rênes, hop, on remet un peu de. Hein. Bah, les Juifs étaient comme ça, ils attendaient le Messie comme ça. Hein, Ouais. c'est ça, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et c'est vrai que j'ai touché par cette audace de dire, mais voilà, moi, c'est vrai qu'avec le capitaine Jonas, j'ai dit, je veux aller dans la profondeur, je veux aller dans le sens. Et trop facilement, bah, comme vous le disiez tout à l'heure, on pourrait se dire, ah bah je vais faire telle thérapie, allez, en quelques jours, c'est bon, j'aurai réglé mon problème et je pourrais avancer dans la vie. Si seulement. Mais comme si, je sais pas si ce que vous en pensez. Il y avait quelqu'un qui me disait, finalement la thérapie c'est comme peler un oignon. Et que on va enlever une couche voilà, qui nous gênait, qui ne nous permettait pas d'être en vérité en profondeur, etc. Mais c'est pas parce qu'on a enlevé une couche que ça y est, c'est terminé. En fait, il y a une autre couche en dessous, mais qu'on ne pouvait pas enlever avant. Sinon, on aurait vraiment fait une déchirure intérieure, ça aurait été trop dur, ça aurait été trop lourd. Et on n'était pas capable de traiter un autre trauma, peut-être. Ça ne veut pas dire qu'il y aura toujours des énormes traumas à traiter toute sa vie, mais ça veut dire que c'est un chemin de progression intérieure qui ne s'arrête pas. Ah bah non. Alors oui, l'oignon, je l'explique souvent à mes patients. Donc je suis totalement... Et l'oignon, il peut germer. Il peut germer. Il peut germer. Ça aussi. Et là, du coup, on va avoir de la nouveauté. Oui. Et il y a des formes de petites morts pour que l'oignon puisse germer. Je préfère la notion de chemin à la notion de révolution. Je ne crois pas d'ailleurs à la révolution. Je crois profondément au chemin. Le chemin. Alors, vous avez cité une personne décédée et une personne encore vivante que vous admirez beaucoup. Monsieur Tarquinio, qui est un chercheur en neurosciences près de Lyon. Hier, je regardais une vidéo dessus sur justement les traumas d'attachement. Et lui, alors il utilisait un terme que je ne connaissais pas, justement requalifier en trauma tous des petits événements de la vie. Et lui, il disait, mais attention, ça n'a pas un impact sur la vie psychique, mais aussi sur la santé, tout court. Et j'ai trouvé chez cet homme, alors des facultés intellectuelles qui font que moi je me sens toute petite, mais j'aime apprendre. Et donc c'est hyper confortable. Et une capacité à sortir de les psys, les médecins, les machins, qui m'a une harmonie tête-cœur-corps qui m'a profondément touchée. Donc je dirais lui, parce que c'est lui que j'ai écouté le plus récemment. Et c'est ainsi. On a parlé du fait d'être présent, que notre volonté nous guide dans la direction où on veut vraiment qu'elle nous guide. Et ça, c'est tout un travail d'écoute. Alors, dans l'écoute, il y a ce qui se passe dans le conscient, puis il y a ce qui se passe dans ce qu'on pourrait nommer l'inconscient. Après, ça dépend des théories qu'on prend derrière. Est-ce que vous rêvez? Oui, mais je ne m'en rappelle jamais. Alors, j'ai des rêves éveillés, bien sûr, j'ai des envies, des désirs. Mais un rêve de le matin, tiens, j'ai rêvé à ça. Jamais. Alors, est-ce que vous avez d'anciens rêves dont vous vous rappelez quand vous étiez plus jeune, par exemple, qui vous seraient venus? Je n'ai qu'un rêve de chute qui a été récurrent un certain temps, jusqu'à ce que je sois opérée de la balisite d'ailleurs.
ce qui veut dire que j'avais sans doute mal au ventre. Mais vraiment, si j'ai cette immense faculté de dormir très peu, très profond, très lourd, enfin très... Je n'ai pas. Et je rêverais d'avoir, parce qu'en psychologie, bien sûr, il y a beaucoup d'interprétations des rêves, pour peu qu'on parte en freudien. Voilà, il aurait été mal barré avec moi. Là, il y a effectivement le freudien, où on va essayer de voir qu'est-ce que ça cache derrière ceci, derrière cela, qu'est-ce qu'on pourrait voilà, prendre conscience. En fait, c'est un travail de prise de conscience d'abord, de se dire, voilà, si j'ai ce message-là, comment je vais l'interpréter. Et puis il y a aussi l'approche de Jung, qui est un petit peu différente, qui lui disait, oui, on peut analyser les rêves, etc., mais on peut aussi les laisser germer en nous, comme la femme qui attend un enfant. Elle se dit pas, il va être comme ci, il va être comme ça veut dire qu'il va faire ça, il va être avocat plus tard. Non, c'est pas sa première préoccupation, c'est qu'elle est juste à l'écoute de ses sensations. Et le rêve opère, dit Jung, le rêve opère en lui-même. Donc, ce qu'il invite à faire, c'est d'observer les images sans d'abord essayer que le mental vienne dire ça c'est ça chez moi, ça c'est ça chez moi. Alors, je suis beaucoup plus jungienne que freudienne, ça, il n'y a pas photo. Je pensais qu'en tant que vitosienne, ça C'est pourrait évidemment être le cas. Et alors, l'histoire qui me vient, lorsque vous m'en parlez, c'est le pourquoi de mon... C'est bête, j'ai même pas une carte de visite, j'aurais pu le montrer. De mon logo. Le logo de mon cabinet. Je ne sais pas pourquoi, m'est venu un roseau. Et j'ai eu l'image quand j'ai décidé de faire la formation, 2 ans avant de faire la formation. Parce que voilà, c'était le temps de... Je voyais un roseau sans savoir pourquoi. Vraiment, j'avais l'image, mais très nette et éveillée, pas du tout dans un rêve. Bon, ok, je me dis, pourquoi pas, hein, c'est joli un roseau, mais so what, quoi. Et en fait, j'ai été très touchée par un texte sur la méthode Vitos avec 3 S, simple, souple et sincère. Et là, c'est le roseau. Et puis le roseau, il est très enraciné pour être très très souple. Et quand il bouge, ça fait des petites ondes, tu sais, sur la mare, qui parfois sont immenses, immenses, immenses. Oui. Donc on les arrête pas. C'est vraiment ça va, ça me va bien. Et puis le roseau, je me disais bon, pourquoi pas. Puis il y a eu des moments difficiles. J'ai notamment perdu mon papa pendant cette formation, d'un cancer qui a été compliqué. On a réussi à déménager 3 fois en 4 ans, à accueillir notre 4e enfant, tout en bossant pour financer cette formation. La période de vie, pas très simple, quoi. Et très riche. Et je me disais, mais je ne trouve pas de sens à ce roseau. J'avais besoin d'y trouver du sens. Je savais que c'était ça, mais je n'avais pas le sens. Bon, tant pis, hein, je continue. Et je regarde une émission, mais je n'y attendais pas du tout, à la demande de mon boulot, une émission de... comment s'appelle-t-il? Un monsieur qui gère beaucoup tout ce qui est royauté, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Plutôt jet set, enfin... Stéphane... Stéphane Bern. Voilà. Bon, pas quelqu'un que je cherche, sur Thérèse de Lisieux. Oui. Ok, ça me parle plus, c'est dans le coin en plus. Parfait. Thérèse de Lisieux au Carmel, tous ses vêtements, pour dire que c'était pas les siens, parce que ça appartient à tout le Carmel, mais ceux qui étaient à sa taille, ils avaient brodé un roseau. Ah, ils avaient brodé dessus un roseau. Des roseaux sur chaque pièce des vêtements de Sainte Thérèse. Et là, je me suis dit, ok, simple, souple, sincère, la petite Thérèse, le Calvados, je sais pourquoi je suis là, j'y vais. Et il y a le roseau partout. Dès que je communique, je mets un roseau. Ça a été pour vous un moyen de trouver une sorte d'ancrage dans votre activité et dans les valeurs que vous voulez transmettre. Et dans la boue même, hein. Parce que le roseau, il ne pousse pas en milieu sec tout beau. Mais tout à fait. Non, les 2 pieds dans la boue. Et pourtant, c'est de là qu'il y a du beau qui sort. Alors, merci beaucoup. Maintenant, une parole de sagesse. Allons-y. Voici 5 paroles et on va faire le même jeu que tout à l'heure. Vous allez éliminer celle qui vous parle. Ah bah il y a du Jung. Il y a du Jung. Ah, peut-être que c'est le hasard. Hein. On joue avec le hasard. D'ailleurs, il y a encore du Jung. Ouais, dis donc. C'est le hasard ou c'est les... Alors. Celui-là. Je reprends les 3 autres. Montrez-le à la caméra. Est-ce que je suis bien en face? C'est bon. Ok. Vous pouvez le lire. On dit que le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ce n'est pas vrai. Le monde appartient à ceux qui sont heureux de se lever. Alors je ris parce que je suis une vraie lève-tôt. Tous les matins à 5 heures, je suis debout et j'ai mon temps seul pour moi.
Et que je déteste l'expression le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Parce que je pense que c'est pas ça, c'est juste une histoire de rythme physiologique naturel et pas plus. Mhm. En revanche, le monde appartient à ceux qui sont heureux de se lever. Euh, je crois profondément au bonheur. Et je pense profondément qu'il ne dépend pas des circonstances extérieures. Un petit côté stoïcien, mais pourquoi pas. Jung les aimait bien aussi. Oui. Je pense que c'est une histoire de lunettes qu'on pose sur sa vie. Et que la méthode Vitos peut nous aider à avoir justement cette liberté de poser des lunettes, peut-être même en forme de cœur et à paillettes sur nos yeux. Et que pourquoi pas. C'est toute la question de savoir si la vie, comment dire, est un pur hasard et que du coup, ben, je suis obligé de faire avec ce qui se produit. Voilà, je me débrouille, voilà. Ou est-ce qu'au contraire, je pense que la vie n'est pas qu'un pur hasard, mais qu'en fait, finalement, tout est une leçon pour moi. Tout est là pour m'apporter quelque chose, pour me donner d'ouvrir les yeux autrement, y compris évidemment ce qui m'agace, ce qui m'embête ou même qui me fait du mal. Oui, et je vais même plus loin, moi. Je pense que quand il y a de la volonté, on peut aussi orienter son regard vers ce qui va. Typiquement ce matin, nous n'avons plus de route dans notre rue, n'est plus D'accord. qu'un champ de ruines. Tout est démoli. Tout est démoli. Il n'y a plus de goudron, il n'y a plus d'oiseaux, tous les cafards rentrent dans ma maison. Je pourrais, franchement, il y a de quoi râler là. Parce que D'accord. tout est crade. Ok. Donc ça, ben, j'accueille que franchement, finalement, vive le goudron. Je suis plutôt écolo et tout, mais c'est bien pratique dans sa rue. Je dois veux dire, du goudron. s'il vous plaît. En plus, il va laisser passer l'eau du ruissellement. Ouais. Je suis tout à fait d'accord pour passer ce moment difficile. Je pourrais arriver de très mauvaise humeur parce que je veux du goudron. Je pensais pas dire ça un jour, mais je trouve ça rigolo. Mais ça peut teinter notre journée. Oui. De commencer les enfants réveillés par le bruit des tractopelles, Ouais. tous les animaux qui ont peur, et on ne rentre plus chez nous concrètement. Plutôt désagréable. Ok, ça c'est un état de fait que j'accueille. C'est désagréable, tout ce boucan, etc. Je peux aussi faire le choix d'accueillir ce désagrément. C'est où dans mon corps, c'est où dans mon cœur, j'en ai assez, j'aime pas être dérangée et tout. Et puis, ok, maintenant que j'ai accueilli cet inconfort, qu'est-ce que je décide de voir? Et comme j'ai de la chance, je suis dans un pays riche où on peut se permettre de tout péter pour favoriser le ruissellement de l'eau dans ma rue. On est en train de rajouter des arbres. Les ambulances de ma fameuse petite voisine de tout à l'heure vont pouvoir passer beaucoup plus facilement. On sera en sécurité par rapport à l'école d'à côté. Mais on a du bol, quoi. Et à partir du moment où je choisis de le voir comme ça demande un effort. Hein. Franchement, c'est totalement contre-intuitif. Et bien, je suis heureuse de me lever, y compris pour accueillir le carnage qu'est ma rue ces temps-ci. Et normalement, à la fin de la semaine, j'espère que c'est fini en plus. Donc, ça va être court. Ça me rappelle ce tableau que vous avez derrière vous là, Ouais. que j'ai intitulé Changement de regard. Ah bah. C'était un moment donné où j'avais besoin justement de me dire peut-être que certains événements désagréables peuvent être vus autrement. Et c'est comme ça que voilà, quand on regarde, il y a deux parties, une plus claire, colorée, une plus sombre. Et il suffit de tourner le tableau, c'est toujours le même, mais tout d'un coup le regard a changé. C'est vraiment ça, c'est chouette. C'est ça. Et dans mon cabinet, je fais jouer moi, mes patients avec plein de lunettes. Exprès. Des lunettes 3D, des lunettes pour... On va vraiment Comment je physiquement, Ah, vous allez leur faire mettre Oui. des lunettes pour qu'ils aient une nouvelle perspective. Exactement. Ah, ça c'est formidable ça. Tout passe par le corps. Ouais. Et encore plus les yeux. Alors, comme on parle de paroles de sagesse, et qu'est-ce qui vous a... Est-ce que vous avez une œuvre une œuvre, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un livre, ça peut être un film, ça peut être quelque chose qui vous a marqué dans votre vie au niveau d'une création de quelqu'un. Alors il y en a plein. Franchement, pour moi, nous sommes aussi la bibliothèque que nous choisissons d'être. Mais celui qui m'est venu spontanément en lisant le mail quand même que vous m'avez envoyé, c'est Éloge du mariage, de l'engagement et autres folies de Christiane Singer. Une autrice que j'apprécie énormément. Et c'est marrant parce que ce livre m'est venu, je ne peux pas en faire une citation. Je sais que ça a été un moment qui a changé en moi. Nous étions déjà mariés, très heureux en couple en plus, mais je retiens de mon liberté de ce bouquin. Et je me suis dit qu'il fallait que je le relise. La liberté. C'est vraiment la liberté. Je crois profondément à la liberté. Et l'engagement est un acte de liberté. Je vous donne une baguette magique. Quel problème vous voulez régler sur Terre avec? Problème de communication.
si on arrivait à se parler. Il n'y aurait plus beaucoup de problèmes. On pourrait unir nos intelligences. C'est un des tout premiers récits bibliques, c'est Babel. Et oui. C'est-à-dire que c'est vraiment au tout début de l'histoire. On peut le prendre comme un événement historique ou comme un événement mythologique ou simplement symbolique, peu importe, mais c'est quand même bien vu de nous dire qu'un des gros problèmes de l'humanité, c'est l'incapacité de se comprendre. Et là encore, c'est que la langue. Parce que dès le début, dès Adam et Ève, quand Dieu revient, il dit ouais, non, mais c'est de la faute de l'autre, c'est l'autre qui me l'a donné. Oui, oui, mais c'est le serpent, en fait, c'est toujours la faute des autres. Non, chacun prend ses responsabilités, on est intelligent à plusieurs. Bon, alors là, bien sûr, c'est un récit symbolique, etc. Mais je veux dire, le premier dérapage, c'est que c'est toujours la faute des autres. C'est toujours la faute des autres. Appelons la responsabilité. Ça va avec la liberté. J'aimerais vous demander si vous voulez bien nous partager justement un événement de votre vie qui a été difficile et comment vous l'avez traversé. Alors le plus récent, ça sera le décès de mon papa. Donc c'était, je suis obligée de calculer. Attends, ma dernière a 7 ans, donc ça fait 6 ans. Il était attendu, ce décès, parce que c'était le 7e AVC d'une série d'AVC sur 18 mois, qui a un cancer du cerveau. Il a vécu plus longtemps que le pronostic des médecins, qui était de 6 mois. À partir du 3e AVC, je crois, je ne sais plus trop exactement. On savait que voilà, c'était un cancer et que voilà. Alors évidemment, c'est très difficile de perdre son papa beaucoup trop jeune. J'ai encore ma grand-mère et j'ai déjà plus mon père, c'est pas logique. Oui. Et je suis persuadée qu'il est parti en attendant que ses 7 enfants soient à peu près prêts pour vivre son départ. Oui. Il nous a toujours dit j'attends d'être à la retraite. Et il est mort 2 jours après ses 62 ans. 2 jours après ses 2 jours 62 ans. après. Et moi qui suis chrétienne, catholique, la nuit de Pâques. Je ne crois pas au hasard. Et donc j'étais chez mes beaux-parents pour fêter Pâques. Forcément, je suis revenue chez maman, dans la maison de famille, le jour même. Et la première action des enfants était de voir donc le corps de mon papa qui était resté à la maison et dire bon bah on va chasser les œufs parce que pour eux la vie gagne. Et en fait tout était là. La résurrection était déjà là dans la mort. Ouais. Spontanéité des enfants. Incroyable. Et puis qui venait, alors je ne sais pas comment l'entourage de mes parents l'a pris, qui venait continuer à lui faire des cadeaux. En fait ils avaient pris l'habitude qu'il soit malade. Oui. Et donc mon dernier venait offrir des tours de Lego qu'il posait sur le corps, tu sais, du lit réfrigéré dans le salon. Et cette proximité de la vie et de la mort intrinsèquement liée, et pour la petite histoire qui est encore plus, enfin quand même il n'y a pas de hasard, notre petite dernière, donc elle est du 2 juin, papa est mort un 21 avril, je la posais assise à côté de moi pendant que je priais près du corps de mon papa tout. Et puis 2 fois de suite, je me dis c'est marrant, je crois que je ne l'avais pas posée là, je suis vraiment crevée, pleine d'émotions et tout. Et en fait elle s'est mise à devenir mobile à 4 pattes. À cette période-là. Le jour de l'enterrement. Où clairement j'ai entendu le tap-tap sur le carrelage et je me dis ah la coquine, ça y est, elle se barre. Et en fait, quand je relis ça, il y a tellement de symboles, c'est tellement dur, un arrachement de perdre son papa, évidemment. Il y a de l'injustice, c'est un cancer. Il y a plein de questions éthiques jusqu'où on le relançait après chaque... Enfin, oui. C'est lourd. En plus, la situation financière des parents était catastrophique, donc c'était beaucoup de soucis. Et en même temps, c'est une période où on nous disait qu'est-ce que t'es fort, et je répondais toujours qu'est-ce qu'on est porté, et je le pense profondément. Comme s'il y avait quelque chose qui nous transcendait. Alors, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est les autres, c'est un peu tout. Mais vraiment, c'est ça que je retiens. Et puis au moins, il n'aura pas vécu le confinement parce que vraiment, il n'aurait pas compris. Ça, c'était encore autre chose. C'était encore autre chose. Les choses qui vous ont aidé à traverser cette période, parce que là, vous avez parlé du moment du décès et de l'enterrement, Ouais. mais un deuil, ça dure un petit peu plus en général. Qu'est-ce qui vous a aidé à cheminer, à avancer? Alors, déjà, j'étais en pleine formation Vitos, donc un énorme travail sur moi imposé. Et puis, il y a eu plusieurs étapes dans notre deuil. Comme c'était un cancer du cerveau, il a d'abord perdu la tête. Donc d'abord, j'ai perdu les échanges que j'avais avec mon papa, comme nous discutons l'un avec l'autre. Oui.
Alors, au début, sans trop comprendre, sans trop savoir. Après, plutôt sûr de moi, ce n'est plus papa qui parle. Et puis après, ça a été qu'à la fin, la mort du corps. Et la mort du corps était l'expression de toutes les petites morts qu'il y avait eu avant. Donc ça a été un travail de deuil qui s'est fait un peu à rebours. Après, il a fallu apprendre sans, apprendre à gérer les dates. Mais là, j'étais entourée. Et puis il faut s'autoriser à être vulnérable. C'est-à-dire que, oui, je ne vais pas bien aujourd'hui. Et je peux le dire à mes enfants, tu n'y es pour rien. Je travaille le deuil de mon papa. C'est mon histoire, ma vie. Ne change rien. Continue tes bêtises. Et puis ma foi, ça passe. Je pense que ce qui m'a aidée, c'était justement d'être capable de vivre pleinement l'instant et de savoir que ce n'était qu'un instant. Quand bien même c'est horrible, ça pique, ça gratte, on croit qu'on ne peut pas traverser cette douleur, ça passe. C'est dingue, ça passe toujours. C'est une histoire d'un instant. Alors quand on le vit, j'aurais pas accepté qu'on me dise t'inquiète, tout passe. N'empêche que maintenant je le sais, mon corps le sait, mon cœur le sait, tout passe. Il y a cette qualité, cette importance des relations, de la famille, des proches pour pouvoir tenir face aux épreuves. Il y a cette grande étude de Harvard, complètement hallucinante. Robert Waldinger, je ne sais pas si vous connaissez, psychiatre de Harvard Study of Adult Development. Il a commencé en 1938 cette étude. Ouais. Ils ont pris un panel de 700 personnes et les ont suivis dans tous les aspects de leur vie. Le but de l'étude était de savoir qu'est-ce qui rend les gens le plus heureux, les plus paisibles. Et donc, pendant des années, maintenant c'est 3 générations de chercheurs, ils se sont dit, est-ce que c'est l'argent, est-ce que c'est le confort, le bien-être, la carrière, la reconnaissance, avoir des enfants, etc., la culture, le lieu où on habite. Et ils ont étudié tout ça, et le facteur déterminant de manière claire, nette et précise, c'était la qualité des relations humaines. Profondément. Oui. Je peux dire que oui. Il y a d'ailleurs un institut du lien qui a ouvert. Rebecca Champlin, qui est une chercheuse vitosienne à l'université de Lyon, travaille justement sur le lien. Et c'est même incroyable comme c'est un bouclier contre beaucoup de maladies psychiques, physiques, tout. C'est ce qu'il dit. Ah bah voilà. C'est-à-dire qu'il donne c'est la qualité, et il dit que la qualité prime sur la quantité. Un mariage stable vaut mieux qu'un célibataire. Un célibat solitaire, une relation toxique est pire que la solitude, mais on sait que la solitude accélère le déclin de santé autant que le tabac et l'alcool. Donc la question de la santé, le fait qu'on ait une meilleure santé, est lié au fait qu'on a des bonnes relations avec les autres. C'est fou. Hein. C'est démontré. Et vice-versa. Et vice-versa. Les mauvaises relations sociales, quand ça devient un poison, la santé va s'effondrer. Bien sûr. Ouais, enfin, bien sûr. Malheureusement. Malheureusement, bien sûr. Après, attention, à ne pas tomber en mode victime. C'est vrai, mais c'est pas parce qu'on a été un enfant battu qu'on est condamné à avoir uniquement une vie pourrie et malade. Oui. C'est vrai qu'il y a ce facteur de risque supplémentaire qui pèse très lourd dans la balance. Mais attention à ne pas perdre la liberté individuelle. Il est toujours possible de se réparer et de passer au-dessus. Peut-être que ça demandera plus d'efforts. Oui. Je ne dis pas le contraire. On n'est jamais enfermé dans ce qu'on a vécu avant, y compris des liens pourris, de maltraitance, de je sais pas quoi. On n'est jamais enfermé dans un statut de victime. Ça, c'est vraiment mon credo. Oui. Sinon, il n'y a plus de liberté individuelle. Sinon, on n'est que dans un système, victime d'un système. Je ne voudrais pas transmettre ça. C'est contraire à ce que je pense profondément. Mais c'est pour ça que je vous invite, parce que c'est ce que je crois aussi profondément. C'est-à-dire que la difficulté, justement, est de sortir de cet état de victime. C'est-à-dire que quand on souffre, et quand on est vraiment au cœur de la souffrance, on ne peut pas voir autre chose que je suis victime. Parce que, et effectivement, on va trouver 1000 raisons qui sont réelles, concrètes, de dire j'ai vécu ça, on m'a fait ça, on m'a menti, on a triché, on m'a abîmé, et effectivement, ça fait que je suis écrasé, réellement. Oui. Et c'est réel. Oui. Et je pense que dans un chemin thérapeutique, on a besoin d'abord d'entendre oui, tu as été victime de personnes qui t'ont écrasé, et c'est une réalité. Parce que sinon, si on n'a pas cette écoute humaine, tout le reste, il existe, ça sert à rien. Ça ne peut pas pas, faire ça peut aucun pas venir. pas. Non, on est d'accord. Comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas dire telle thérapie va avoir tel résultat, parce que ça va dépendre aussi de l'attitude de la personne, comment elle va aborder la chose. Et effectivement, à partir d'un moment où elle va dire, ok, moi, une phrase qui m'a aidé, c'est qu'un jour, je me suis dit, tu as été victime, mais tu n'es plus obligé de te comporter en victime.
Et ça a été un basculement pour moi il y a quelques années. Ouais. Où vraiment j'étais à ressasser, je suis victime, je suis victime, je suis victime, pourquoi on m'a fait ça? Et puis à un moment donné, j'ai dit oui, ok. Mais maintenant, tu n'es plus obligé de te comporter comme une victime. Donc reprends les rênes de ta vie, reprends le chemin et on repart. Et là, bah, ça s'est fait tout doucement au début, bah, Oui, voilà. puis- Et puis c'est pas fini. Mais ça a été vraiment le déclencheur pour moi de dire, et c'est voilà ce que vous proposez, et ben c'est un moyen de permettre à certaines personnes de reprendre la route. Parce qu'ils se sont arrêtés au bord du chemin et ils n'étaient plus capables de continuer. Mais même ils sont immobilisés, frisés, enfin frisés, le terme anglais, gelés, bien sûr, oui. Moi j'aime beaucoup là-dessus, c'est une phrase de Marc Aurèle, alors je vais mal la redonner, mais c'est donne-moi de percevoir ce qui peut être changé et ce qui ne peut pas l'être. Non, donne-moi de changer ce qui peut être changé, d'accepter ce qui ne peut pas changer, et surtout la sagesse de discerner l'un de l'autre. Et là, oui. Et puis en plus, à nouveau, je reviens sur mon écologie. On sait contre quoi on se bat. Il y a des choses, c'est pas la peine. Je peux décider de partir pour faire la paix dans le monde. Ouais. Mais je vais craquer beaucoup d'énergie et en plus, je pense que je manque de compétences, y compris déjà linguistique pour revenir à Babel. En revanche, je peux faire le choix de ne pas aller assassiner et de bannir, de mettre plein d'injures sur mon voisin qui m'exaspère. Je vais commencer par là. Oui. Ça, c'est de mon ressort. Ça, c'est de mon ressort. Et c'est vrai que il y avait un thérapeute qui disait souvent, voilà, en thérapie, on va parler beaucoup de ses émotions. Je me sens comme ci, je me sens comme ça, et puis j'ai peur, et puis je suis énervé parce que. Voilà. Et souvent, on va être écouté dans tout ça, mais à la fin, le thérapeute disait oui, mais en fait, on s'en fout parce que ce qui compte, c'est ce que tu fais. Mais oui. C'est comment tu vas réagir, comment tu vas décider de réagir. Parce que si je suis épouvantablement en colère contre mon voisin, que je pense à l'assassiner tous les jours, mais que je ne l'assassine pas, eh ben ça va bien se passer. C'est souvent une question que je pose. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce que j'en fais? Ouais. C'est ok de sentir de la colère. Hein. C'est tout à fait ok. C'est court. Une vraie émotion, c'est court. Qu'est-ce que j'en fais? La réponse, elle est là. Pas comment je masque ma colère. Hein. C'est ok d'être en colère. D'accord. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette énergie qui est là? Finalement, la colère, c'est une énergie. Bien sûr. Source fantastique d'énergie, d'ailleurs. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Alors Clémence, nous sommes allés assez profondément, je pense, dans cette émission. On est descendu là dans des choses pas faciles à vivre, mais vous nous avez donné aussi voilà, des pistes d'espérance pour pouvoir remonter. Mais il y a un moment donné où chacun d'entre nous, on va toucher le fond et on n'aura plus la possibilité d'agir, en tout cas plus concrètement dans le monde qu'on connaît. Alors qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous après votre mort? Elle a beaucoup souri. Je pense que c'est le compliment qui me touche le plus. Je ne sais pas pourquoi. Ça veut dire sans doute quelque chose de moi. Et je suis persuadée qu'un sourire peut changer le monde. Donc je voudrais qu'on dise qu'elle a beaucoup souri, quoi qu'il se passe. Ça tombe bien, nous allons sourire pour Allons-y. terminer l'émission. Une blague. Ah, mais ça tombe bien. Ah, bah dis donc. Si je voulais faire des transitions, il serait pas plus. Alors là, Magnifique. Nous sommes faits pour travailler ensemble. L'actualité du moment, donc nous sommes le 2 mars et il y a plein de pays du Moyen-Orient qui se jouent à s'envoyer des bombes les uns sur les autres de manière assez surprenante. On ne peut pas dire qu'on était surpris, on sentait que les choses montaient, mais moi je suis surprise de l'ampleur et du nombre de pays touchés et inquiète. Là, à nouveau, je n'ai pas la main, donnez-moi la sagesse. Et donc, voilà l'image. Je pense qu'ils verront bien. Oui. Est-ce que vous pouvez la lire? Quand tu réalises que le monde est en réalité un chat qui joue avec une balle. Extra. Ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup Clémence d'être partie un petit peu en voyage avec le capitaine Jonas. Merci. Et bonne continuation pour tout ce que vous avez mis en place aujourd'hui pour soutenir les personnes qui en ont besoin. Et bien sûr, je mettrai vos coordonnées dans le descriptif de l'émission pour qu'on puisse vous joindre. Merci beaucoup pour cette croisière fort sympathique dans les profondeurs. À bientôt. À bientôt. Salut, toujours là, toujours en profondeur avec le capitaine Jonas. Merci d'écouter cette vidéo en entier.
J'espère que vous allez apprendre beaucoup de choses et que ça va vous donner l'occasion de prendre le temps de vous poser et de réfléchir à des questions essentielles pour vous, pour votre famille. Plus on prend du temps pour soi, plus on prend du temps pour les autres, parce que ça nous permet de nous poser, de revenir à l'essentiel. Donc prenez ce temps. Et si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à découvrir la méthode fil de soi. La méthode fil de soi, c'est un temps pour pouvoir lire les événements de notre vie, discerner qu'est-ce qui est l'essentiel pour soi et rééclairer un petit peu tout ça. On va apprendre jour après jour, semaine après semaine et mois par mois à voir l'essentiel, à construire des phares et à écouter les bonnes inspirations pour aller de l'avant. N'hésitez pas à découvrir la méthode fil de soi et on continue en profondeur avec le capitaine Jonas. À bientôt!